vos enjeux, au-delà de la curiosité, ce qui est un bon point de départ, hein, mais vos enjeux à vous, c'est quoi? Essayez de prendre juste une minute pour identifier vos enjeux. Ça va vous aider à faire le lien au fil de la conférence. Voilà, donc on vient de démarrer l'enregistrement. Gilles, je suis très heureux de t'accueillir. Donc pour parler d'un sujet passionnant et de vive actualité, qui est le sujet vivre ou nier son intelligence émotionnelle en tant que professionnel de santé. Donc, juste avant, pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Martin Louvel, je suis président cofondateur de Chakari, la première plateforme d'accompagnement managérial 100% dédiée aux acteurs de santé. Et pourquoi on a choisi ce sujet de l'intelligence émotionnelle aujourd'hui? Alors, figurez-vous que j'ai entendu beaucoup de personnes avec qui je parle au quotidien dans le monde de la santé qui me parlaient d'un fait qu'il fallait un peu, on leur a enseigné sur les bancs de l'école à mettre ses émotions au vestiaire ou au placard. Et la crise sanitaire a décuplé la charge émotionnelle. On l'a bien vu avec la restriction des libertés en tant que citoyen, citoyenne. La charge émotionnelle aussi en termes d'intensité en raison de la crise du Covid qui s'est ressortie, qui était décuplée avec les organisations, réorganisations dans les services et les organisations hospitalières à tous les niveaux. Et donc, on est convaincu qu'on peut travailler avec les émotions. Et c'est justement pour ça qu'on a choisi ce thème avec cette phrase un peu provocante. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Gilles Corcos. Gilles, bienvenue. Merci, c'était un plaisir d'être là avec vous. Eh ben, un plaisir partagé. Merci aussi à tous nos participants et participantes. On vous invite à écrire justement vos attentes et vos émotions dans le chat en live et vos questions, bien sûr. Donc, Gilles, tu es ingénieur de formation. Tu as créé aussi une école donc, spécialisée dans la formation, l'enseignement de l'intelligence émotionnelle et tu es aussi un coach de dirigeants. Eh bien, je voudrais commencer par te poser une question très simple. Comment tu définirais l'intelligence émotionnelle? Alors, c'est vrai que c'est la question clé. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à vivre nos émotions. Alors, ce n'est pas à comprendre, parce que comprendre, c'est encore une démarche intellectuelle, à vivre nos émotions de façon naturelle. J'insiste sur le terme de naturel, parce que naturellement, nous savons tous vivre nos émotions. Sauf que nous avons été conditionnés par notre culture et nous avons perdu cette capacité. Naturellement, spontanément, parce que la spontanéité, vous voyez les enfants quand ils expriment leurs émotions, c'est très spontané, c'est très naturel. Et puis aussi, ce qui est intéressant pour nous adultes, c'est sans jugement. On a tendance à juger la peur, un homme ne doit pas avoir peur, une femme ne doit pas être en colère, etc., etc. Et tout ça nous empêche de libérer les émotions qui ont besoin de communiquer avec nous. Voilà la définition que je propose, qui est simple et pratique. C'est notre capacité à vivre l'émotion naturellement, spontanément et sans jugement. Et par rapport à ça, j'ai une question, peut-être un cadeau pour vous, regardez, c'est comment vous vous nourrissez de vos émotions. Parce que les émotions, c'est comme la nourriture, c'est ce que nous vivons tous les jours. Si tous les jours je vis de la peur, alors cette nourriture demande à être variée par du plaisir, par du désir, par de l'amour, par d'autres choses qui viennent équilibrer notre vie. De la même manière que quand je me nourris, c'est important d'équilibrer ma nourriture entre protéines, lipides, glucides, etc. etc. Alors, c'est une très belle question et on vous invite à répondre dans le chat. Je vois déjà beaucoup d'attentes qui nous sont formulées ou d'éléments sur lesquels vous partagez. Je vois le mot hyper-émotivité, je vois le mot un sujet qui remue, je vois la notion de manager avec les émotions, je vois la notion de valoriser les compétences douces des soignants et échanger sur le sens du travail, bien sûr le contexte difficile, transmettre un outil, donc
en fait, il y a un verbatim qui m'a interpellé, c'est de nombreuses pratiques managériales ont tendance à nier ou mépriser les émotions des professionnels. Déjà, avant de rentrer justement dans ce sujet, est-ce qu'on peut classifier et se dire qu'il y a les 5 grandes émotions qu'on connaît tous et toutes, la joie, la peur, la tristesse, la colère et la honte, qui bien sûr ont plein de sous-catégories. Comment on peut les classifier, nos émotions déjà? Gilles, si tu as des éléments là-dessus. Oui, bien sûr. Alors, ce que vous allez trouver dans les magazines, dans les journaux, et qu'on retrouve systématiquement parce que les journalistes reprennent les émotions de base, moi, ce que je vous propose vraiment et qui est très pratique, puisque ça fait bientôt 20 ans que j'ai mis en pratique ces émotions, dans les trainings, dans les formations, et ça marche beaucoup mieux que celles qu'on vous a proposées dans les magazines. La première émotion primaire, c'est le désir. Et le désir, c'est vraiment une émotion taboue et pourtant, c'est l'émotion de base. Sans désir, il n'y a pas de vie, on devient une machine. La deuxième émotion primaire, c'est le plaisir. Et oui, ça peut gêner, mais c'est pourtant le plaisir et on a besoin du plaisir. C'est notre nourriture. Hein, c'est comme si on se disait, moi, j'ai honte de manger des mangues. J'adore les mangues. Mais non, mais le plaisir, ça fait partie de notre nourriture. Et enfin, l'amour, bien sûr. L'amour, c'est un sujet tellement vaste que plus personne ne comprend ce que ça veut dire. Et l'amour, c'est cette capacité à être avec l'autre, à le comprendre, à l'accepter comme il est. Ça, c'est les 3 premières émotions qui sont agréables, qui ne sont pas positives, parce qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, toutes elles sont utiles. 3 émotions agréables. Et ensuite, il y a la peur, la colère et la tristesse. Ça, tout le monde l'a trouvé dans notre culture. Les scientifiques ont tous bien identifié ces 3 émotions, peur, colère, tristesse. Voilà pour moi les 6 émotions primaires. Merci. Merci de le rappeler. Ça me fait penser à la notion d'épicurien. Hein. En fait, c'est des sujets qui sont traités depuis l'histoire de l'humanité et passionnants. Alors, comment on fait pour déjà identifier ces émotions? Parce que souvent, ce qui se passe et une source de conflit, c'est probablement dans le fait qu'on a le sentiment que notre émotion nous dépasse, nous submerge. Et je le vois aussi en tant que père de famille, parce que les enfants, quand ils sont assez jeunes, ils se sentent parfois submergés par l'émotion, et tant qu'on n'a pas compris adresser leur émotion, c'est très dur de passer à autre chose. Et je pense que c'est un peu vrai aussi pour nous les adultes, parce qu'on est des grands enfants. Donc, est-ce que tu voudrais bien illustrer ça à ce niveau? Comment on fait pour déjà détecter, apprendre à identifier ces émotions? Ouais. Alors, c'est la première étape, et tu as raison de préciser, c'est identifier ses émotions, c'est la première étape du processus de libération émotionnelle. Ça paraît simple, mais c'est très difficile parce que très vite, les émotions nous traversent et on ne les identifie pas, on n'a pas appris à le faire, ou on a plutôt désappris à le faire. Et en fait, identifier ces émotions, c'est tout simplement, même en fermant les yeux, ça va aider, mais même sans fermer les yeux, c'est de regarder à l'intérieur de vous, c'est-à-dire retourner ce regard à l'intérieur et vous dire comment c'est dans mon corps. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable? C'est la première question avant de préciser ce qu'est l'émotion. Et après, une fois que c'est agréable, par exemple, je vais me dire, est-ce que c'est du plaisir ou est-ce que c'est du désir ou est-ce que c'est de l'amour que j'éprouve par rapport à mon fils, par rapport à ma fille, etc., etc. Première chose, est-ce que c'est agréable ou désagréable? En regardant à l'intérieur. C'est une façon simple d'identifier l'émotion. Et ça, vous pouvez vous exercer à le faire tous les jours. Et plus vous le ferez, et mieux vous vous porterez. Voilà. Et c'est vrai que dans nos relations avec nos enfants, moi j'ai 2 garçons, je peux vous dire qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça a été mes maîtres en intelligence émotionnelle. Donc, première étape, identifier ses émotions. Alors, comment faire justement quand on sent que nos émotions elles nous submergent? Ça fait écho à une question qui vient d'être posée. Comment on fait quand on se sent complètement dépassé? Alors, ce qui peut aider, hein, il n'y a pas de recette miracle par rapport à ça, c'est ce que je peux dire, hein, c'est important parce que sinon vous allez vous en vouloir et vous dire j'y arrive pas, j'y arrive pas.
Ça m'arrive aussi de me laisser submerger par mes émotions, d'accord? Et pourtant, je connais plein de choses et j'ai expérimenté plein de choses. Donc, c'est normal. À certains moments, on va être touché par l'émotion et c'est pour ça que l'émotion est là. C'est comme la douleur physique. Quand je me blesse, il y a du sang. Et s'il y a du sang, c'est pour me dire, attention, il faut soigner, il faut faire attention, faut faire quelque chose. Et ben, l'émotion, c'est pareil. Elle est là pour nous dire, attention, regarde ce qui se passe, c'est quoi ton besoin qui n'est pas satisfait. Donc, je vais regarder l'émotion. Et rien qu'en regardant l'émotion, déjà, l'émotion se calme. C'est comme quand vous regardez un enfant qui pleure, dès que le parent regarde l'enfant, oui, l'enfant, il se sent déjà entendu, pris en compte. Et nous, c'est pareil. C'est vrai que l'enfant, l'adulte, c'est pareil. On est des êtres émotionnels et on n'a pas à ignorer. Moi aussi, j'ai entendu au travail, quand je bossais dans l'informatique en tant qu'ingénieur, j'entendais mon chef de département dire oui, mais on n'a pas à avoir d'état d'âme. Et si, bien sûr, on a des états d'âme. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas, on a des états d'âme, donc ça ne sert à rien de les nier. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Merci. Et pour aller plus loin, en fait, je me demande si c'est pas, enfin, quelle est la vertu de nommer les émotions aussi, parce que ça fait écho à une question qui était posée. Aussi, il y a nos propres émotions et il y a aussi les émotions des autres, des personnes qui nous entourent. Mm-hmm. Et donc, quand on sent il y a une météo, on parle d'ambiance, quand on arrive dans un lieu, l'ambiance peut être soit très tendue, soit au contraire plutôt décontractée, joviale. Euh, donc, quelle est l'importance de nommer? Tiens, je sens qu'il y a un peu de tension dans la salle ou au contraire, vous avez l'air détendu. Quel est l'impact en fait de nommer les émotions? Est-ce que c'est une bonne pratique? Euh, quelle est Alors, ça dépend. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que ça dépend à qui vous adressez. Si la personne en face de vous n'est pas prête à accueillir cette émotion, alors c'est mieux de le constater, mais de le garder pour vous. Si c'est une émotion agréable, par exemple, oui, à ce moment-là, vous pouvez en parler et ça peut détendre l'atmosphère. L'humour, ça n'a fait de mal à personne, hein. Ce qui est important, c'est de l'identifier, c'est-à-dire d'avoir conscience de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et en étant conscient de ce que vous vivez à l'intérieur, du coup, ça va aider la relation, ça va aider vous à voir comment est l'autre. Du coup, ça vous ouvre le champ des possibles dans la relation et de ce qui va se passer. Et ça va se passer beaucoup mieux dans la mesure où vous êtes présent à ce qui se passe pour vous. Et ça, on parle d'identification, c'est la première étape. Et la deuxième étape, effectivement, qui arrive juste après, c'est d'accueillir l'émotion. Après l'avoir identifiée, c'est est-ce que je la juge ou est-ce que je l'accueille? Si je me dis, ah ouais, mais là, je ressens de la peur parce que c'est difficile de dire ce que j'ai à dire à la personne. Ok, est-ce que vous accueillez cette peur? Est-ce que vous vous jugez quand vous avez peur ou est-ce que vous vous acceptez comme vous êtes alors que vous avez peur? C'est la deuxième question à vous poser, très pratique, pour prendre conscience de où vous en êtes par rapport à cette émotion. Dans les trainings qu'on fait, on apprend systématiquement avec chacune des émotions, on passe une journée entière sur chaque émotion pour apprendre, un, à identifier l'émotion et deux, à l'accueillir, parce que la deuxième étape, elle est aussi importante que la première. Une fois que je sais ce que je sens, c'est où j'en suis par rapport à ça. Est-ce que je m'aime en ayant peur ou est-ce que je me rejette? Donc ça, c'est un deuxième élément important du processus de libération émotionnelle. Voilà ce que je peux te dire. Et puis, si je vais continuer sur la troisième étape, c'est vivre l'émotion. Parce que quand vous avez fait l'identification et l'accueil, vous allez dire, ouf, je me sens soulagé, je me sens mieux, parce qu'il n'y a pas de jugement. Parce que j'ai appris à arrêter de juger mes émotions et donc à arrêter de me juger comme un être émotionnel. Et là, ça fait du bien, on se sent mieux. Si je reprends sur les trois étapes un exemple pour illustrer et ancrer ces trois étapes, imaginez la première étape, c'est vous entendez la sonnerie à la porte. Ça, c'est l'identification. D'accord? On sonne à la porte. OK, j'ai entendu la sonnerie ou je n'ai pas entendu. Deuxième étape, l'accueil.
vous allez ouvrir la porte ou pas? Est-ce que j'ouvre la porte? Non, j'ouvre pas. Ça veut dire que j'accueille pas l'émotion. J'ouvre la porte, donc j'ouvre la porte et je vois la personne derrière la porte. Bonjour. Là, j'accueille l'émotion. C'est la deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, c'est vivre l'émotion, c'est-à-dire j'ai accueilli l'émotion, la personne et je l'invite à s'asseoir pour échanger avec elle. Là, je vis l'émotion avec la personne. Donc, voilà, pour faire un parallèle entre ce qui se passe avec une personne qui tape à la porte et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et aussi, de la même façon, ces trois étapes sont valables dans la relation que vous avez à l'autre. Quand vous êtes face à une personne, à un patient, eh ben, est-ce que vous avez identifié ces émotions? Très important, parce qu'avant de parler à cette personne, c'est important de prendre en compte ce qu'il ressent. Vous n'allez pas dire des choses difficiles tant que la personne est sous stress. Vous allez la calmer, l'aider à faire en sorte qu'elle soit plus réceptive. Ensuite, vous vérifiez, est-ce qu'elle accueille ses émotions? Est-ce qu'elle se sent mieux avec son stress, avec ce qui se passe? Est-ce qu'elle peut être dans quelque chose qui est acceptable plutôt que d'être submergée? Et ensuite, l'aider à vivre. Une fois que vous avez donné cette information qui peut être difficile à donner, c'est l'accompagner, c'est être empathique. On parlait tout à l'heure d'empathie ou en compassion. C'est un peu équivalent. Dans la compassion, je vais être avec l'autre. Dans l'empathie, je vais ressentir ce qu'il ressent. C'est des termes un peu similaires. On ne va pas aller dans les détails, mais l'idée, c'est d'être présent à la personne, de rester présent avant, pendant et après l'événement ou le discours ou l'annonce que vous allez faire. Alors, je vois que justement, tu rentres un petit peu dans les exemples concrets qu'on avait préparés ensemble en amont avec Gilles. On a travaillé sur des exemples concrets qui viennent du quotidien des professionnels de santé. Est-ce que tu souhaites les partager maintenant ou tu souhaites présenter plutôt la partie un peu théorique Oui, peut-être dire quelques mots. Juste Voilà, pour vous aider à prendre conscience des enjeux de cette intelligence émotionnelle, parce qu'on ne mesure pas vraiment les enjeux aujourd'hui encore, je crois. On se sert de l'intelligence émotionnelle comme d'un outil, comme d'une méthode, et je pense qu'on se trompe. On se trompe parce qu'elle fait partie de nous à part entière, c'est comme notre intelligence cognitive, elle fait partie de nous, ce n'est pas une méthode, c'est quelque chose avec lequel on doit vivre toute notre vie. Et donc, c'est important de prendre le temps de mettre ce contexte dans lequel on s'exprime, là tout de suite. Donc, ça fait aujourd'hui, bientôt 20 ans de pédagogie en intelligence émotionnelle. Et je disais tout à l'heure à Martin que, oui, il est impossible de gérer nos émotions. Alors, gérer ses émotions, c'est gérer un objet, c'est gérer quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. On ne peut pas gérer nos émotions. Par contre, j'utilise le terme de vivre ses émotions volontairement. Et vivre ses émotions, c'est être présent, c'est être à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre. C'est ça que ça veut dire vivre ses émotions. Donc, mettez de côté gérer les émotions parce que vous n'allez pas y arriver et vous allez être déçu de ne pas y arriver. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer. Quand j'anime dans un séminaire, je m'exprime à partir de ce que je ressens au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Plutôt que d'être centré sur ce qu'il y a dans ma tête, je suis centré sur ce qu'il y a dans mon cœur. Et je m'exprime à partir de ma poitrine. Faites-le physiquement et vous allez voir, ça va vous aider dans ce que vous avez à exprimer. Ça, c'est un premier point. Il y a deux informations précieuses qui vont vous aider aussi à contextualiser l'enjeu de l'intelligence émotionnelle. C'est deux personnages importants dans ces découvertes. Le premier, c'est Daniel Goleman, qui a dit « 2/3 des résultats d'une organisation sont dus aux compétences émotionnelles des responsables ». Prenez le temps de mesurer cette phrase qui est essentielle. 2/3 de nos résultats sont dus à nos compétences émotionnelles. En tant que médecin, en tant qu'infirmier, en tant que manager de la santé, 2/3 de vos résultats sont dus à vos compétences émotionnelles. Imaginez l'impact que ça représente. On traduit en anglais compétences émotionnelles par soft skills et exemple, l'empathie, la capacité
à gérer des conflits, à communiquer de manière assertive. Moi, il y a quelque chose juste que tu viens de dire qui résonne beaucoup en moi, la notion de vivre ses émotions. Si on le transpose à une relation professionnelle de santé avec son patient, il y a une différence énorme entre un patient qui vous dit « je suis diabétique » versus un patient qui dit « je vis avec le diabète ». Et là aussi, c'est un parallèle que je trouve intéressant parce que la maladie, bien sûr, elle se manifeste par des dysfonctionnements physiques, physiologiques. L'émotion aussi, nous le verrons juste après, a un impact physiologique. Et donc, de la compétence émotionnelle des professionnels de santé dans leur relation patient, il peut y avoir un impact aussi même sur la qualité de la prise en charge. Complètement. Ouais. Complètement d'accord avec toi. Et un deuxième aspect sur ce que nous savons sur l'intelligence émotionnelle vient de Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique mondialement connu, qui a écrit de nombreux ouvrages. On vous mettra peut-être les ouvrages après. Le cerveau limbique et le cerveau des cerveaux. Alors, le cerveau limbique, vous savez mieux que moi ce que c'est. C'est le cerveau émotionnel. Et pourquoi Antonio Damasio nous dit que ce cerveau est le cerveau des cerveaux? Parce que toutes nos décisions, toutes nos actions, toutes nos pensées sont conditionnées par notre cerveau émotionnel. Je ne vais pas aller dans les détails, c'est plus complexe que ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on croyait avant, moi, dans mes études d'ingénieur, on m'apprenait le processus de décision comme quelque chose de rationnel, ça n'a rien de rationnel. Toutes nos décisions sont prises en finale par notre cerveau émotionnel, ça veut dire par ce que nous ressentons. Et ça, c'est la clé de mesurer l'importance de notre intelligence émotionnelle. Voilà l'enjeu. D'accord? Alors, maintenant, je peux juste vous montrer un schéma. Oui, tu fais bien de montrer ce schéma. Le schéma de la carte émotionnelle des émotions. Pourquoi je vous montre cette carte? Je vous montre cette carte parce que vous allez voir que ce n'est pas psychologique seulement, mais c'est aussi corporel. Cette carte topographique des différentes émotions montre que dans l'expérience qui a été menée à travers l'Europe de l'Ouest et l'Asie de l'Est, c'est-à-dire à des cultures très différentes, ont des similitudes. Et donc, nos émotions, si vous portez votre attention, si vous essayez d'identifier vos émotions systématiquement, vous allez arriver à ce que vous voyez sur cette carte émotionnelle. Grosso modo, d'accord? Il y a des nuances. Mais en gros, si on voit par exemple la colère, vous allez avoir une énergie très très forte au niveau des mains. Pourquoi? Pour attaquer, bien sûr, parce que c'est protéger votre territoire. Et donc l'énergie se condense, s'amplifie dans ces endroits où c'est jaune, un peu moins où c'est rouge. Et la peur, par exemple, on voit que c'est au niveau du cœur essentiellement. La joie, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la joie, c'est une énergie qui circule dans tout le corps. Donc là, c'est pour ça que quand on travaille sur la joie, on découvre que le corps est plein de fourmillements, plein de sa vie, quoi. C'est cette circulation d'énergie qui est active. Et à l'opposé, on voit que la tristesse, par exemple, les bras sont bleus, donc pas d'énergie, très peu. Les jambes, pareil. Le peu d'énergie qu'il y a, c'est au niveau du cœur. D'accord? Et voilà comment, je ne vais pas les prendre toutes, mais ça montre bien que vos émotions sont là, elles existent et elles sont dans tout votre corps. Et que les nier ne sert à rien. Au contraire, ça vous diminue plus qu'autre chose. Même si au premier abord, ce n'est pas facile de se confronter à ces émotions, mais croyez-moi, ça va vous rendre un service extraordinaire dans votre vie, ça peut changer votre vie. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup, Gilles. Alors justement, maintenant qu'on a vu cette carte corporelle, émotionnelle, tu parlais d'émotions agréables. On voit très visuellement pourquoi le plaisir, le désir, l'amour sont agréables et à contrario, la peur, la colère, effectivement, créent des tensions et ça se voit Donc, qu'est-ce qu'on en fait et surtout comment on vit avec, je dirais individuellement et collectivement aussi. C'est-à-dire que je te donne un exemple très concret.
J'étais en rendez-vous, voilà, il y a pas beaucoup de temps dans un établissement de santé et on a très souvent l'observation qu'il y a certains médecins, chirurgiens, donc en bloc opératoire, le bloc opératoire, clairement, c'est un nerf dans les établissements de santé, il y a un niveau de tension extrêmement fort. Et il y a un niveau de stress et de responsabilité qui est monumental parce qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu, chaque geste compte. Et donc, certaines personnes en fait, deviennent très, très dures, parce qu'ils sont stressés. Enfin, vraiment, c'était les mots voilà, du directeur général qui me partageait ça, vraiment, deviennent détestables. Hein. Enfin, voilà, détestables, et très méprisants, très durs. Comment on fait quand on est avec des personnes extrêmement tendues, extrêmement stressées, qui mettent tout le monde sous tension pour apaiser et arriver à travailler en bonne intelligence? Alors, comment on fait? Déjà, pour la personne qui est stressée, la première chose à faire quand on opère, par exemple, parce que moi, j'ai eu dans ma famille des chirurgiens, des médecins, et ce que je peux dire, c'est que la première chose à faire, c'est de reprendre les bases, l'alphabétisation émotionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens avant d'opérer. Et s'il y a de la peur, ce qui est normal d'avoir peur, c'est normal. Quand j'opère, il y a des enjeux qui sont forts, c'est normal. Rejeter sa peur, ça crée du stress, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc si j'accueille, ok, ça me fait peur parce qu'il y a une responsabilité importante, parce que la personne peut mourir, parce que ceci, parce que cela, c'est normal. C'est rétablir le regard qu'on a sur nos émotions et sur la peur. Première étape. Et une fois que j'ai identifié ma peur, c'est l'accepter. Je reviens sur les fondamentaux. C'est l'accepter. Et une fois que j'accepte ma peur, je vais me sentir soulagé. Du coup, je vais être moins stressé, moins tendu et je vais moins stresser les autres. Si je suis de l'autre côté, c'est-à-dire si je suis infirmier, si je suis dans l'équipe de l'intervention chirurgicale, eh ben je fais la même chose avec celui qui est stressé. C'est-à-dire que je comprends que l'autre puisse être sous stress et que ce stress, ça peut générer de l'agressivité. Et que cette agressivité, elle n'est pas contre moi, elle n'a rien à voir avec moi. L'émotion, je vais vous donner une notion très importante, peut-être la plus importante à retenir, c'est que nous sommes tous responsables de nos émotions. Alors ça peut choquer certains, on pourrait en parler des heures, mais croyez-moi, on est responsable de nos émotions. Juste, je rebondis là sur le mot responsabilité, c'est une définition que j'adore. Responsabilité, c'est l'habilité à donner une réponse. Voilà, exactement. Responsabilité, exactement. C'est ma capacité à répondre de la situation. Ça fait partie des compétences émotionnelles. Il y a 10 compétences émotionnelles, je ne vais pas citer. Si ça vous intéresse, ils sont dans mes 2 bouquins. Et elle en fait partie. Et la responsabilité, dans notre société, encore une fois, elle est confondue avec la culpabilité. Regardez combien de fois on utilise responsabilité à la place de culpabilité. Et en fait, ça n'a rien à voir. Comme tu le dis très bien, Martin, la responsabilité, c'est cette aptitude à répondre de moi-même ou en tant que manager, à répondre de mon équipe et de mes émotions et des émotions de mon équipe. Et donc, quand je suis en équipe et qu'il y a une intervention chirurgicale, oui, je prends la responsabilité de mes émotions et l'autre prend aussi la responsabilité de ses émotions. Je ne vais pas lui dire tu es responsable de tes émotions quand il est en colère, mais je vais le savoir de façon à l'aider et ne pas le voir comme ne pas me voir comme étant une victime de cette agression, mais de le voir dans l'empathie, dans l'écoute de ce que peut vivre la personne. Et je détaillerai éventuellement après dans les situations de conflit. Mais je ne vais pas aller plus loin. Mais l'idée, voilà, je ne sais pas où on en est par rapport à annoncer une situation difficile au patient. Tu m'as parlé de l'exemple du chirurgien. Je crois que j'ai répondu l'essentiel. Oui, oui, je te remercie. Il y a une question qui a été posée par Anne. Merci beaucoup pour votre question. C'est l'intelligence émotionnelle se mesure-t-elle et comment on travaille avec elle?
Alors, l'intelligence émotionnelle se mesure, ça va faire bientôt, bah oui, presque 20 ans maintenant que le quotient émotionnel existe et celui qui a inventé ce questionnaire s'appelle Reuven Baron. C'est un Américain qui n'est pas très connu parce que, contrairement à Daniel Goleman, ce n'est pas un homme de public, hein. Et donc, on peut mesurer l'intelligence émotionnelle. Et la deuxième question, c'était comment on travaille concrètement pour améliorer, pour muscler, ouais, on peut imaginer que c'est un muscle, et développer son intelligence émotionnelle. ouais, excellente question. Comment la travailler? Alors, ça fait 20 ans que je fais de la pédagogie émotionnelle et ça fait 20 ans que je découvre des nouvelles manières de travailler avec l'intelligence émotionnelle. Ce que je peux dire, c'est que réfléchir, penser, comprendre n'aide pas à développer l'intelligence émotionnelle. C'est comme si on dit comprendre, ça aide à muscler le pectoral. Non, comprendre n'aide pas. Ça va soulager, ça va sécuriser, mais ça ne va pas aider à renforcer son intelligence émotionnelle. Le mental n'aide pas forcément, mais ça demande beaucoup plus de précision, hein. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre en situation. Moi, dans les trainings que je fais, par exemple, quand on travaille sur le désir, comment j'accueille mon désir, comment je vis mon désir dans mon quotidien, eh ben, on travaille en binôme, on se met l'un en face de l'autre et on apprend à rester centré face à l'expression de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'exprime sur un sujet qu'on donne et il y a une personne qui écoute l'autre s'exprimer. Et au fur et à mesure, on va identifier par l'observation justement des signaux de malaise, de difficulté, et on va prendre conscience de chacun de ces signaux pour que, à partir de ces exercices et après un certain nombre d'exercices, on soit à l'aise et on reste centré face à une situation qui n'est pas agréable. Si par exemple une personne me dit quelque chose en colère, je vais avoir tendance à bouger, à faire des grimaces, à me protéger, etc. etc. Et tout ça, c'est une opportunité de voir ce qui se passe chez vous face à la colère. Et au bout d'un moment, bah, du coup, vous restez dans cette neutralité en voyant l'autre en colère, en l'accueillant dans ce qu'il est. Tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte, évidemment, hein. À ce moment-là, il y a aussi une réaction physique qui peut être normale, c'est de vous protéger. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais par contre, ça, c'est des situations extrêmes qui arrivent dans 10% des cas. Donc, je ne parle pas des urgences où ça peut être plus courant. Mais... D'ailleurs, juste une petite parenthèse, mais on s'est beaucoup posé la question avec Gilles, est-ce qu'on faisait un webinaire classique ou un masterclass, où là, on voyait tout le monde. Et donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours si vous aimeriez vivre vraiment une réunion où on se verrait tous, voilà, pour faire des exercices de mise en situation. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai envie de te demander. Gilles, est-ce que tu as un exercice juste à proposer en 2 minutes à nos participants, une question simple pour... voilà, en live, permettre de muscler, entre guillemets, notre intelligence émotionnelle. Il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Oui, la première question, la plus simple et en même temps la plus accessible, si vous la pratiquez souvent, bah, c'est, tu l'avais dit tout à l'heure, c'est bah, comment vous vous sentez là, tout de suite, en écoutant notre échange. Comment c'est quoi l'émotion? Prenez une minute, regardez à l'intérieur et demandez-vous qu'est-ce que je ressens là maintenant. Si vous ne trouvez pas, commencez par est-ce que c'est agréable ou désagréable. Et si vous arrivez à trouver, si par exemple c'est agréable, vous vous dites ah, tiens, qu'est-ce que c'est dans les agréables? Est-ce que c'est ce que Gilles a dit, désir, plaisir, amour? Est-ce qu'il y a du désir d'en savoir plus? Est-ce qu'il y a du plaisir de partager, d'échanger, de poser des questions? Voilà, je vous laisse prendre le temps, je ne vais pas induire. Et ça peut être aussi de la colère, ça peut être aussi, vous avez le droit d'avoir toutes vos émotions. Donc prenez une minute, on va rester un petit temps en silence pour vous permettre de vous recentrer sur vous. N'hésitez pas à écrire, hein, si vous le souhaitez, dans le chat pour partager votre émotion du moment. Certains et certaines l'ont déjà fait tout à l'heure, et merci.
Je pense qu'on a pris une minute. Merci beaucoup. On a pu explorer aussi nos émotions en silence pour les laisser résonner. Ouais, c'est génial de vous lire. J'ai vraiment, pour partager la mienne, beaucoup de plaisir à vous lire et à voir vos retours parce que ça m'encourage dans ce que je fais et ça me touche. Voilà, et une petite pensée pour Fatima qui sort d'un examen de droit qui dit qu'elle est lessivée. Courage, bravo. Ouais, Fatimata. Pour Fatimata, oui. Ce que je peux lui dire, c'est de regarder à l'intérieur et de sentir à quel endroit dans le corps c'est fatigué et de laisser l'énergie circuler et de voir ce qui se passe. Et puis pour ceux qui parlent de plaisir, de désir, de vivre à fond, quoi, de vivre à 100%. Autorisez-vous à vivre votre plaisir, votre désir. C'est un très très bon remède contre le stress, contre la fatigue et tout le reste. J'ai envie justement de laisser la parole ouverte et la place aux questions. Est-ce que vous avez des questions à nous partager pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ou des partages d'expériences, sachant que... Alors, là, il y a une question qui me paraît importante, tu vois, là, que j'entends, jusqu'où peut-on accepter les émotions des autres quand ça dérape, quand il y a de l'humiliation et quand on nous dit des choses désagréables. C'est une question importante. Ce que je peux dire, ce que j'ai envie de dire, c'est que personne n'a le droit de vous humilier. Une personne qui vous humilie, c'est une personne qui ne sait pas vivre ses émotions. C'est une personne qui confond émotion et jugement. Une personne qui est sous stress et qui vous insulte ou qui vous dit des choses désagréables est une personne qui est submergée par ses émotions. Ce n'est pas une personne qui est méchante, ni gentille d'ailleurs. C'est une personne qui est simplement submergée par ses émotions. Et vous avez le devoir de vous protéger de ça. De vous protéger soit en partant, soit en vous exprimant si c'est possible pour vous, mais en posant les limites. Et votre colère sert à ça, justement. Elle sert à poser vos limites. Et vous avez le devoir de vous protéger. Personne ne peut vous humilier. Ceci étant, si vous avez l'occasion d'aller plus loin, de voir qu'est-ce qui fait que cette humiliation est là. Est-ce que ça résonne avec d'autres expériences du passé? Et vous libérer de ces expériences du passé pour être moins sensible à ça. Les deux sont possibles. Et je vous conseille les deux d'ailleurs. La deuxième est un peu plus difficile, mais si vous suivez le processus que j'ai proposé, ça peut vous aider aussi à trouver les liens que vous pouvez faire dans cette situation d'humiliation. Voilà ce que je peux dire. Merci pour cette question. Jean-Michel pose la question du lien entre le quotient intellectuel et l'intelligence émotionnelle. Quel est-il? Alors, ce que j'ai remarqué, parce que curieusement, j'ai beaucoup de personnes qui sont
qui ont un haut potentiel. Ce que j'ai remarqué, c'est que plus on a un quotient intellectuel important et plus on peut rapidement développer son intelligence émotionnelle. Dans le cas des hauts potentiels, ce sont des personnes qui ne sont pas comme les autres et qui donc ont des difficultés à communiquer avec les autres parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même façon. Et ben, ces personnes gagnent à développer leur intelligence émotionnelle pour justement équilibrer ces deux intelligences. Et plus on a une intelligence cognitive et plus on a intérêt à développer son intelligence émotionnelle. C'est comme si on était en sous-potentiel. Et donc, ce besoin est légitime, est complètement légitime. C'est probablement pour ça que j'ai beaucoup de gens surdoués dans mes séminaires. Je lisais une statistique aussi à ce sujet-là dans un livre voilà, qui est très bien, que je vous recommande. Et il y a aussi le livre de Gilles Corcos qui est super, qui montre que les personnes qui ont un haut quotient émotionnel aussi ont beaucoup plus voilà, de facilité intellectuelle. Mais par contre, l'inverse n'est pas toujours voilà, aussi le cas. Alors, il y avait une autre question sur le lien entre… Alors, attends, juste par rapport à ça, ce que je peux dire, c'est que son intelligence cognitive, on peut l'utiliser pour développer son intelligence émotionnelle ou on peut aussi l'utiliser pour se protéger d'elle et ne pas la reconnaître. Moi, pendant longtemps, j'avais des facilités dans le domaine cognitif. Et ben, je me suis servi de ça. Je me suis servi de ce que j'avais. Mais je n'ai pas développé du tout mon intelligence émotionnelle. Et après, ben, quand dans mon métier d'ingénieur, je me suis rendu compte des difficultés que j'avais, un jour, par exemple, je me suis retrouvé à présenter mon projet devant un amphi de 300 personnes. Je devais avoir 21 ans. Ben, c'était difficile. C'était très difficile pour moi et je ne comprenais pas ce qui se passait parce que le projet s'était bien déroulé, l'équipe fonctionnait, etc., etc. Et pourtant, je ne pouvais pas, c'était impossible pour moi de présenter le projet de façon claire. Ben, c'est juste que j'ai été dans mon confort, quoi, jusqu'au jour où il y a eu cette présentation. Et c'est là que je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose et que je vois ce que c'est que ces émotions qui viennent me submerger. Et c'est là que j'ai commencé à travailler sur l'intelligence émotionnelle. Il y a une autre question, on aime beaucoup les cas pratiques et les cas concrets. Jean-Marie qui dit que quand on a de la colère face à des responsables administratifs, directeurs, voilà, qui ne comprennent pas forcément le fonctionnement d'un hôpital ou des professionnels qui y travaillent, comment prendre le recul nécessaire par rapport à un sentiment de paralysie ou voilà. Ouais, je comprends tout à fait cette colère. Alors pour moi, déjà, la première chose, c'est d'accepter que vous êtes en colère. Moi-même, je suis en colère face aux médias, face à tout ce qu'on nous raconte, face aux mensonges que je peux entendre. J'aime bien lire les articles de François par rapport à ça, que je vous conseille, qui sont vraiment très bons. Pour moi, c'est important d'accueillir cette émotion, d'accueillir cette colère et de voir que la colère est légitime, quoi qu'il en soit. Après, c'est qu'est-ce que j'en fais ? Ce que vous pouvez en faire, c'est témoigner de votre part, la part de vous qui est en colère, mais ne pas la laisser s'exprimer à votre place, parce que ça, c'est dangereux. C'est comme la personne qui va humilier une autre personne, elle laisse son émotion s'exprimer à sa place. Pour moi, c'est une part d'elle qui est sous l'effet de l'émotion et qui va transformer ça en jugement. Ce que je vous invite à faire, c'est 1, d'identifier cette colère, 2, de l'accueillir et 3, de lui donner la parole, c'est-à-dire, ou plutôt de parler d'elle en disant, voilà, moi, je sens de la colère face à ce que j'entends, ça n'a peut-être rien à voir avec vous, mais ce que j'entends là, ça me met très en colère et je vais vous dire pourquoi et vous expliquer pourquoi vous êtes en colère. Si l'autre peut entendre, tant mieux. S'il ne peut pas entendre, bah, c'est dommage. Alors après, ça dépend qui vous avez en face de vous. Si c'est celui qui peut vous licencier, bah, il vaut mieux réfléchir avant. Sinon, bah, c'est au moins de vous le dire à vous, parce que ne pas vous mentir, c'est la chose la plus importante.
ne pas vous mentir à vous. C'est accepter vos émotions et accepter aussi que vous avez votre point de vue et qu'il est complètement légitime. Chacun, nous avons un point de vue différent et chacun, on a une histoire différente et il n'y a pas un point de vue qui est meilleur qu'un autre. Merci Gilles et merci aussi pour cette question. Une question d'Alain que je salue. Quelles sont au contraire quelles sont les barrières qui limitent le développement de l'intelligence émotionnelle? La première chose qui me vient, c'est la certitude. Ce qui nous limite dans notre intelligence émotionnelle, c'est de croire qu'on a raison. Moi, je passe ma vie à voir que je n'ai pas eu raison et que j'apprends de nouveau. Il y a un philosophe qui s'appelle Krishnamurti qui dit que dans ses conversations, il s'enrichissait de la parole de l'autre plutôt que de défendre son point de vue. C'est la certitude. Pour moi, c'est croire que j'ai raison. Même si à un moment j'ai raison, mais si j'ai raison, l'autre aussi peut avoir raison. Hein, on est dans une pensée systémique, là, on n'est pas dans l'un ou l'autre, mais on est dans l'un et l'autre. J'ai raison et il a raison. Comme je disais, on a une histoire différente, chacun. Et chacun, on a raison par rapport à son histoire. La vérité absolue n'existe pas. Aujourd'hui, on voit que la science a ses propres limites depuis l'apparition de la physique quantique. Et on voit comment les scientifiques eux-mêmes sont divisés entre les anciennes sciences, les nouvelles sciences. C'est peut-être un terme nouveau que vous n'avez pas entendu, mais c'est comme les nouvelles technologies et les anciennes. Il y a les scientifiques qui sont restés sur la pensée ancienne, hein, les épistémologues anciens en sciences, et puis il y a les nouveaux épistémologues que je ne vais pas citer, qui prônent un changement de ce qui est scientifique, sur ce qui est scientifique et des référents scientifiques. C'est un peu la même chose. Pour moi, j'ai raison et l'autre a raison. Et la science ne doit pas devenir une religion au sens une doctrine. Et c'est important que la science reste constamment ouverte à ses propres découvertes, à nos propres découvertes, et que par ailleurs, alors je fais un écart, mais par ailleurs, qu'elle ne se laisse pas envahir par le politique. Et je crois que oui, cette période nous a montré que beaucoup de certitudes qui étaient annoncées étaient assez vite balayées par la réalité. Deux questions qui sont liées, de Catherine et de Sophie, qui interrogent le lien entre la gestion des émotions, en quoi elle est facilitée par le développement personnel. Et pour la question de Catherine et Sophie, s'interroge sur le lien entre l'intelligence sociale et ce qu'elle intègre l'intelligence émotionnelle. Donc, voilà. Oui. Merci pour cette question, parce que ça revient souvent avec l'intelligence relationnelle. En fait, l'intelligence émotionnelle, c'est juste un concept. C'est un concept, mais derrière ça, il y a, quand je parle d'intelligence sociale, c'est comment je mets en pratique mon intelligence émotionnelle avec les autres. Comment en équipe, en groupe, on vit cette intelligence émotionnelle ensemble. Est-ce qu'on s'en sert d'une façon constructive ou au contraire? Donc pour moi, intelligence émotionnelle, intelligence relationnelle et intelligence sociale, c'est la même chose à des échelles différentes. Je suis un passionné de systémique depuis 30 ans et je vous invite à avoir cette vision systémique qui est que le microcosme est englobé dans le macrocosme et le microcosme englobe le macrocosme aussi. Alors c'est un peu... c'est énorme ce que je dis, mais... Il faudrait que tu définisses ce que c'est que le microcosme et le macrocosme pour... Voilà, le microcosme, par exemple, c'est l'individu. Le macrocosme, c'est le social, dans ce cas-là, d'accord? Mais l'individu contient le social et le social contient l'individu. Donc, ce n'est pas l'un qui contient l'autre, les deux se contiennent. Les deux agissent l'un envers l'autre et interagissent entre eux. C'est-à-dire que moi, je modifie le social en parlant de ce que je ressens, de ce que je vis, en témoignant de mon expérience en intelligence émotionnelle. Et le social m'influence aussi dans ce que je dis, dans la mesure où ce qui se passe en ce moment, je le prends en compte. Donc tout ça, c'est une dynamique
perpétuelle, constante, vivante, et l'un englobe l'autre et l'autre englobe l'un aussi. Donc on ne peut pas dire qu'il y en a un avant l'autre, un après l'autre. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Et quand vous développez votre intelligence émotionnelle, oui, vous développez votre intelligence relationnelle, bien sûr. Vous développez aussi votre intelligence sociale. Après, ça dépend de votre histoire, de comment vous avez vécu, comment vous avez évolué, dans quel contexte, dans quelle famille, dans quelle culture. Il y a plein de facteurs qui vont faire des réactions, des attitudes différentes. Je vais prendre une dernière question avant de conclure. Question de Yasmine, merci. Que nous apportent les neurosciences dans ce domaine? Alors, je ne suis pas un spécialiste des neurosciences. Ce que je peux dire, c'est que dans mes expériences depuis 20 ans, je suis conforté et supporté par les recherches en neurosciences. C'est-à-dire que tout ce que je constate est validé par les neurosciences. Je vais me nourrir des neurosciences et valider un certain nombre d'expériences parce que ça a été validé au niveau des neurosciences. Donc les neurosciences, c'est un point de vue du cerveau, c'est la facette physiologique du cerveau, mais cette facette physiologique, elle se reflète dans les comportements, dans les attitudes, dans les expériences que j'ai tous les jours avec mes clients, avec mes coachés, voilà, avec les autres. Donc, l'un conforte l'autre, l'un supporte l'autre, l'un aide l'autre. Et les recherches en neurosciences, comme vous le savez, ont commencé plus largement dans les années 2000 aux États-Unis, où il y a un gros budget, je crois, qui a été attribué. Donc, c'est une science qui est très nouvelle, hein, elle est jeune par rapport à la science. Il va se passer encore plein de choses. Bon, merci en tout cas à tous les participants et participantes pour la richesse de vos questions. Un immense merci, Gilles, parce que tu nous as éclairé sur à la fois des cas concrets, voilà, des cas de gestion du stress, de colère, de relations interpersonnelles, et en même temps la gestion, enfin, ou plutôt l'accueil de ses propres émotions. Je me suis repris parce que voilà, C'est pas grave, ça m'arrive aussi, hein. Je vais quand même, comme la tradition le veut, vous partager les enseignements clés qu'on souhaite partager avec vous. 3 actions à mettre en place pour développer votre intelligence émotionnelle. Tu veux les partager, Gilles, peut-être? Oui, alors je rappelle, donc c'est important. La première, c'est entraînez-vous à identifier vos émotions. Ça, vous pouvez le faire tous les jours. Vous n'avez pas besoin de venir à mes trainings. Commencez déjà à le faire, c'est très important. Identifiez vos émotions. Amusez-vous, c'est un plaisir de le faire. Faites-le avec les émotions agréables et aussi, si vous pouvez, avec les émotions désagréables. Ensuite, vous regardez, est-ce que je suis dans l'accueil ou je ne suis pas dans l'accueil. Si vous n'êtes pas dans l'accueil, ce n'est pas grave. C'est juste de prendre conscience de où vous en êtes par rapport à l'émotion. Deuxième étape. Troisième étape, qu'est-ce que ça vous fait après avoir identifié et accueilli ou pas accueilli l'émotion? Comment vous vous sentez? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre corps, dans votre posture? Est-ce que vous sentez un soulagement? Est-ce que vous sentez une tension qui continue? Eh bien, vous accueillez ce que vous vivez de la même façon. Donc, l'idée, c'est d'accueillir ce qui est en vous tel que c'est. C'est la plus rapide manière d'évoluer. Voilà. Merci. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait que la vulnérabilité peut être une force. Et il y a un TED Talk que j'aime beaucoup de Brené Brown, qui est une auteure conférencière américaine, qui parle de la vulnérabilité et qui casse un petit peu le mythe de il faut être tout puissant, jamais laisser transparaître nos émotions, qui est un petit peu un mythe dans lequel finalement on a perdu beaucoup de sens. Et je pense au témoignage d'une chef de service qui a montré sa vulnérabilité dans une équipe avec ses équipes et qui finalement a trouvé qu'elle avait renforcé le lien avec elle. Et donc, on peut travailler avec les émotions, on peut vivre avec les émotions, accueillir, identifier, les vivre et construire avec nos émotions. Et
Et j'aime beaucoup aussi ce que tu as dit, Gilles, sur le fait que les émotions primaires, ce sont le désir, le plaisir, l'amour, parce que ce que j'ai envie de vous engager à faire toutes et tous, c'est à parler de cela, en fait, ce qui génère chez vous du désir, du plaisir, l'amour dans votre quotidien, au travail, en dehors du travail, et ça crée des liens forts, en fait, le fait de se connecter à ces émotions, parce qu'elles sont extrêmement puissantes et mobilisatrices, tout en acceptant aussi qu'on peut ressentir des émotions plus difficiles et les partager. Donc, j'aimerais vous laisser aussi avec quatre ouvrages et médias, en fait. D'abord, il y a les 2 livres de Gilles Corcos, hein, Développer vos compétences émotionnelles et comment cultiver son intelligence émotionnelle. Il y a ce livre aussi de Travis Bradbury, en fait, qui parle de l'emotional intelligence 2.0 et qui doit exister aussi en français. Et le film Her, que j'ai vu récemment et je l'ai trouvé extraordinaire parce qu'en fait, c'est un film qui montre en quoi l'intelligence artificielle peut finalement amener quelqu'un à développer son intelligence émotionnelle. Et donc, j'ai trouvé que c'était très drôle, très décalé et en même temps très juste. Euh, voilà, donc on vit dans un monde aussi où il y a un progrès technologique énorme et heureusement, je pense que il y a aussi des progrès énormes à faire sur le plan humain émotionnel et c'est pour ça qu'on est là. Donc, un grand merci. Voilà, et j'ajouterais aussi peut-être le film, le dessin animé Vice Versa, qui est Oui. vraiment un film super et qui a été conseillé par un spécialiste. Et donc, vous pouvez faire confiance à ce qu'il y a dans le film. C'est pas juste un dessin animé, hein. Voilà. Et puis, si vous avez envie de venir faire des trainings, des séminaires, vous êtes les bienvenus. Vous allez voir, vous allez vivre des choses extraordinaires aussi. Merci, Martin. Un immense merci, Gilles. Et puis, on vous enverra les éléments pour que vous puissiez l'avoir dans votre boîte mail. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Un grand merci, Gilles, encore une fois, pour la qualité de ton intervention. Merci à tous et à toutes. On a vécu un beau moment de partage, riche en émotions, on le souhaite, et en apprentissage, comme toujours. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.